C'est toujours une joie aussi importante pour moi de vous retrouver sur ce très beau site social, YouTube, où je me permets de saluer l'équipe qui a popularisé cette chaîne. Alors, à l'équipe de YouTube des États-Unis et de la France, un grand bonjour. Claude François Samor, cette série d'émissions populaires que vous aimez continue. Je voudrais vraiment passer un bonjour à tous les gens déjà qui prennent le temps d'écrire sur ma Gmail, et puis aussi à toutes les autres personnes qui n'ont pas forcément envie d'écrire, mais qui ont décidé, qui ont pris cette décision de suivre avec intérêt, même parfois, c'est vrai, on doit dire, ils sont passionnés pour certains, et même me communiquent leurs schémas, leurs idées sur la mort de Claude François, parce qu'il y a plein d'interrogations sur sa mort. Ce n'est pas que sa mort est une énigme. La mort de Claude François peut tout à fait s'expliquer, même éventuellement par un accident, mais déjà nous ne sommes pas tout à fait d'accord sur le lieu de l'accident. Commençons cette émission, mais avant, encore un peu de politesse. Bonjour à toutes les Claudettes, à la capitaine des Claudettes, Sylvia Borg, que vous appelez Dany Borg, et aussi à Nadine, donc que vous appelez Priska, et puis à Nathalie qui gère sa chaîne, deux chaînes, la chaîne Nati Voyage et la chaîne officielle de Claude François. Et oui, c'est une chaîne quand même officielle avec les Claudettes. Et j'ai eu le plaisir même de me retrouver sur cette chaîne, et je voudrais vous dire que cela me fait plaisir. Mais j'ai voulu remonter le moral aussi à Priska, et je te le dis, si tu me permets que je te tutoie, la mort de Claude François ne doit pas forcément être considérée comme quelque chose d'authentiquement réel ou vrai. Nous voyons qu'on pourrait écrire des livres et remettre en question totalement sa mort. Je possède même un rush que je vais diffuser dans cette série d'émissions où la sœur de Claude François, Marie-Josée, explique que quand elle est arrivée à un long moment dans l'appartement, elle a pensé que Claude François n'était pas mort et qu'il allait faire un bond devant elle et lui dire la vérité: je ne suis pas mort, je suis quelque part en vie, ne t'inquiète pas. Cette vérité qui a intéressé d'ailleurs certains lecteurs de notre émission et certains auditeurs ou d'autres, oui, parce qu'il y a des aveugles, il y a un petit peu de tout, il y a des gens qui ne voient pas les images mais entendent le son, et je pense à tous les aveugles, et si par hasard un aveugle écoute cette émission, sachez combien j'aime les non-voyants, Andrea Bocelli qui est le symbole des personnes non-voyantes, et vous n'avez pas besoin pour voir cette émission, et oui, de voir les images, parce qu'il ne se passe pas grand-chose, c'est beaucoup de l'audio, et moi j'apparais devant ma caméra, alors je porte, je le dis pour les aveugles, un chapeau melon, style Borsalino, blanc, avec une rayure noire au milieu, une rayure noire qui est quand même assez grande, puisque c'est une bande noire, j'ai les cheveux foncés, une chemise noire, donc serrée, et une belle veste beige avec des rayures, mais vraiment des rayures très fines, on ne les distingue même pas. Et mon décor est un décor avec des statues d'anges, parce que chez moi, j'ai beaucoup de statues sur les anges. Voilà, j'ai donné un descriptif pour les aveugles, et maintenant, continuons cette série d'émissions, et bienvenue à tous. Cette émission est dédicacée à Claude François Junior et Jean-Marc. Je vous aime très fort, et vous voyez, regardez, j'ai toujours une photo de Coco, et aussi une photo de Jean-Marc qui ne me quitte pas. Donc je vous rassure, sur mon bureau, j'ai la photo des deux enfants de Claude François qui me quittent jamais, ils sont toujours près de moi et je les regarde souvent, c'est pour ça que j'ai mis leurs photos sur mon bureau, c'est pour pouvoir les voir au moins 1 ou 2 fois par jour, parce que je passe dans mon bureau au moins 2 fois par jour. Vous êtes là pour cette série d'émissions et vous vous posez la question, Claude François, sa mort, que s'est-il passé ? Marie-Thérèse est-elle une bonne personne ? Marie-Thérèse, c'est l'attachée de presse de Claude François. Mêlée, c'est vrai, de près à la mort de Claude François, parce qu'elle était, selon elle, son attachée de presse. C'est un petit peu plus compliqué.
Et nous commençons tout de suite la suite de cette émission. Maintenant, c'est la deuxième partie de l'itinéraire entre le Bourget et Paris. 1978, 11 mars. Une femme plutôt charismatique et belle, Marie-Thérèse, se présente à la police comme l'attachée unique de presse de Claude-François. Elle est son attachée unique à ce moment-là, puisque Geneviève Leroy n'est pas dans l'appartement, mais on sait qu'elle est passée à l'appartement. C'est Pierre Lescure qui l'a révélé. Elle est passée dans cet appartement, et selon elle, aurait quitté Claude, il était encore en vie. Et 5 minutes après, il était mort, selon ses déclarations. Évidemment, ça cadre mal avec la vraie histoire. Quand on sait que selon Marie-Thérèse, donc son autre attachée de presse, mais vous allez voir que l'histoire des attachés de presse est très compliquée. Selon donc Marie-Thérèse, Claude a été allongé sur son lit de mort 10 minutes. C'est ce qu'on nous a dit pendant 30 ans. Puis après, il y a eu rectification, il a été allongé sur un tapis devant son lit. J'aimerais dire que cette histoire du tapis devant le lit de Claude-François, c'est une histoire qui est déjà un petit peu suspecte, puisque j'ai diffusé une photographie inédite qui a été prise par la police, où on voit clairement le lit de Claude-François, mais pas de tapis, donc au pied de son lit, parce que Claude utilisait des tapis assez grands, et on doit savoir que c'était des tapis orientaux avec des motifs. Il en avait, c'est vrai, un dans son salon, un au moulin devant son lit. Généralement, il a souvent un tapis devant son lit, c'est vrai, mais déjà, petit problème, dans la photo que j'ai publiée, j'ai prouvé qu'il n'existe aucun tapis oriental devant son lit. Aucun qui présenterait des motifs comme Claude a l'habitude. Oui, il a un style de tapis qui est toujours le même. Alors, Marie-Thérèse a-t-elle déplacé cette histoire du moulin jusqu'à l'appartement parisien? Il est possible que Claude-François se soit électrocuté au moulin et que son corps ait même été transporté jusqu'au tapis devant son lit, parce qu'il avait un tapis devant son lit. Mais il est possible aussi que dans son appartement du 46 boulevard Exelmans, Marie-Thérèse et Kathleen ont transporté le corps de Claude jusque devant le tapis, devant la baie vitrée qui existait déjà à cette époque, qui donnait sur un petit couloir, et ensuite ce petit couloir donnait sur la terrasse. On est gêné parce que pendant 40 ans, on nous a expliqué que Claude-François avait devant son lit un tapis sur lequel il a été posé. On peut voir sur la photo de police, je vous ai montré cette photo de police, il n'y a absolument aucun tapis devant son lit. Je suis formel. Non, il n'y a pas de tapis oriental. Claude a toujours le même style de tapis, que ça soit dans son appartement ou dans sa chambre au moulin. Le problème est qu'on nous explique que le corps a été transporté sur un tapis. Le problème de ce tapis, il est où ce tapis ? Il est où exactement? Parce qu'il n'existe pas dans la chambre de Claude-François. Il existait, c'est vrai, devant la baie vitrée, où un peu de soleil passait, ça c'est évident. Et il existait au moulin devant son lit, il avait toujours un tapis. Pourtant, on nous parle, on nous explique qu'il y avait un tapis devant son lit. La photo a été censurée 40 longues années où personne n'a jamais vu cette photo que j'ai publiée sur YouTube, où la photo de police nous montre pour la première fois qu'il n'y avait pas de tapis au pied du lit de Claude-François. Aucun tapis, on est formel. En effet, Claude utilise des tapis qui sont assez grands. Il n'utilise pas de tout petits tapis qui feraient 1 mètre. On vous parle d'un tapis qui fait 2, 3, 4 mètres. Il aimait les grands tapis orientaux avec ses motifs arabes. Et évidemment, pas de tapis au pied du lit. Ça explique beaucoup mieux que la photo a été censurée 40 ans, que la police n'a pas voulu montrer la photo intégrale, parce que dans la photo intégrale, on distingue 2 problèmes. Premièrement, le lit de Claude-François est parfaitement bordé. Non, il n'a pas dormi dans ce lit-là. Impossible, d'ailleurs, il est arrivé à 3 heures du matin. On l'imagine mal dormir dans ce lit-là, puisqu'on sait qu'il était prêt à refaire un petit voyage de nuit pour rétablir l'électricité, où EDF était venu un peu le poignarder dans le dos, c'est une expression française,
pour lui couper l'électricité dans son moulin, lui qui aime ses animaux, ne serait-ce que son singe, que ce soit les poissons, que ce soit les chiens, les chats, tout le monde a besoin d'électricité, même sa mère qui a plus de 60 ans et qui commence à prendre de l'âge, ou sa sœur. Le problème dans la mort de Claude François, dans la version de l'attachée de presse, la sous-attachée de presse, car elle n'est absolument pas la vraie... Non, elle n'est pas la vraie attachée de presse de Claude François, c'est Geneviève Leroy, et c'est même pas tout à fait elle non plus. On va ouvrir le débat en profondeur. La vraie attachée de presse est une fille qui s'appelait Axelle Picard. Axelle Picard était la véritable attachée de presse, on la connaît pas trop, mais pourtant c'est quelqu'un de proche de Claude, puisque sa mère a assisté en Égypte au mariage de la mère de Claude François. C'est pas rien, un beau mariage. Selon la version d'époque, c'est un mariage qui a eu lieu en Égypte, mais il a peut-être eu lieu ailleurs, ça on ne le sait pas. Les photos ne portent pas forcément exactement les lieux de mariage et les endroits. Mais c'est elle qui révèle, dans une rare interview écrite auprès de Elisabeth Berjac, que sa mère a assisté au mariage de la sienne. C'est comme ça qu'elle a été engagée comme attachée de presse officielle de Claude François. Je parle alors de Axelle Picard. Tout le monde a oublié le nom d'Axelle Picard, peut-être que Nadine, et oui, cette belle Claudette qui devait devenir capitaine et finalement Claude a choisi Daniborg, que j'appelle Sylvia, peut-être que Prisca, donc de son vrai prénom Nadine, connaît Axelle Picard, qui ne la connaît pas. Mais Axelle a été un peu pistonnée, c'est vrai, pour cette histoire où sa mère a assisté au mariage de la sienne, ça aide un petit peu. Dans la version d'Axelle Picard, elle décrit un Claude François tout à fait humain, tout à fait gentil, le contraire, curieusement, du portrait robot qui a été fait sur lui, un portrait robot assez délogieux, créons un mot français nouveau, délogieux, ça fera rire Emmanuel Macron s'il regarde cette émission et Brigitte, bonjour. Délogieux, voilà un très beau nom qu'on peut inventer pour la circonstance. Délogeons quelqu'un, hein, délogieux. Mais Axelle Picard décrit un homme très différent en ce qui concerne Claude François et elle s'appuie sur plein de choses ultra confidentielles. Non, Claude François n'était pas un monstre. Axelle s'exprime, c'était quelqu'un d'extrêmement gentil. Parfois il était un peu colérique, mais attention, il passait toutes ses colères un quart d'heure après et vous offrait des bijoux, des cadeaux pour s'excuser de ses colères. Axelle se souvient de quelques rages de Claude François où le lendemain il prenait le temps de s'excuser, pas par écrit parce que ça il n'aimait pas, non il ne s'écrivait pas à lui une note en rouge, mais il offrait des cadeaux avec ses excuses. Et Axelle explique qu'à son époque, elle a trouvé que les gens critiquaient beaucoup Claude François sans le connaître. Et elle l'a quand même connu un peu mieux que tout le monde, puisque sa mère a assisté au mariage de la sienne. Elle décrit un homme extrêmement gentil, elle explique, mais Claude était quelqu'un de si gentil qu'elle avait même jamais vu ça dans sa vie. Il s'énervait très peu, et quand il s'énervait, il avait souvent bien des fois raison sur tout en fait. Ainsi, elle décrit un homme en ce qui concerne Claude François, et c'est important parce que ça va permettre à Coco et Marc de mieux connaître leur père. Elle décrit, je parle d'Axelle Picard, son attachée de presse très secrète que sans doute Marie-Thérèse connaît. Axelle explique que Claude, c'était la gentillesse incarnée. Beaucoup de gentillesse, beaucoup d'amour pour tout le monde, il aimait son public, il aimait les gens, il souriait, c'était un homme souriant, heureux, pratiquement tout le temps heureux, il aimait sourire pratiquement partout, en public ou alors en privé. Oui, il y avait quelques rages et elle se souvient de quelques coups de colère de Claude où il s'est excusé auprès de son personnel ou des gens en offrant le lendemain de jolis cadeaux. Que ça soit à Noël ou même des primes surprises, c'était un homme
tout à fait gentille, explique Axel Picard. Elle explique même que Claude était le contraire de la méchanceté quand Marmaduke, son chauffeur anglais, lui a volé 50 millions. Incroyable mais vrai, il lui a volé 50 millions et il lui a pardonné. Il avait égaré une des recettes de Claude-François d'un spectacle qu'il transportait dans sa voiture. Et il expliquait, son chauffeur anglais, Claude, je sais pas, j'ai dû laisser la recette à l'endroit du spectacle, peut-être dans la loge, et on a perdu 50 millions, je suis désolé. Eh bien, Claude ne l'a pas viré ce jour-là, et en fouillant bien dans la voiture, c'est Claude François qui a retrouvé la recette cachée sous un coussin. Claude dira d'ailleurs plus tard à Axel Picard qu'il pensait que Marmaduke l'avait un peu pigeonné, qu'il voulait garder pour lui la recette, et que c'était pas la première fois qu'il lui volait un peu d'argent. Et pourtant, il désirait le garder à son service parce qu'il avait besoin d'un chauffeur anglais. Il espérait même perfectionner sa langue anglaise avec lui. Ça a été impossible, il ne voulait pas. Il voulait uniquement conduire Claude et après il était toujours fatigué. Axel Picard décrit dans Claude François mais un personnage tout à fait fabuleux. Elle explique que un de ses comptables s'est tiré avec la caisse de comptabilité parce qu'il reprochait à Claude de ne pas avoir payé son salaire et celui du personnel. C'est vrai que Claude avait parfois des retards dans les salaires qui étaient monumentaux. Des retards de 6 mois, parfois presque 1 an de salaire, c'est arrivé qu'une fois. Mais par contre, 6 mois de salaire, c'était régulier. Régulièrement, les musiciens se plaignaient que Claude ne payait pas. Il payait personne, même pas ses impôts. Donc on comprend que le fisc a fini par le rattraper. Ou d'ailleurs, le fisc a accusé sa sœur des détournements de fonds, puisque c'est elle qui était chargée, c'est très secret, ça a été dit qu'au tribunal, chargée de s'occuper des affaires de son frère, et pour pas qu'elle soit menacée ou qu'elle risque une peine d'emprisonnement, il a tout pris sur son dos, il a demandé à son avocat de tout prendre sur son dos, et il a été condamné à 8 mois de prison avec sursis, et j'ai lu des articles où c'est 6 mois, à l'époque c'était pas 6 mois, c'était 8 mois de prison avec sursis. Mais je peux vous dire que dans ce pays, on prend tous 6 mois de prison avec sursis, mais pour un tout petit délit de rien du tout. Un clignotant mal mis, un feu rouge grillé accidentellement, un panneau de la route que vous n'avez pas vu, vous allez prendre 6 mois de prison avec sursis. Mon coco qui a pris pour une pension alimentaire pas versée en temps et en heure, 6 mois de prison avec sursis. On prend tous de la tôle avec sursis. On finit finalement par être chaque Français des bagnards, parce que c'est vrai que le système en France est assez procédurier, et même je dis injuste. Peut-on mettre 6 mois de prison aux gens? On devrait leur mettre un sursis sans prison. Vous avez un sursis, pas de prison, puisque vous avez déjà un sursis. Mais ça, ils ne volent pas. Bon. Soit, quoi qu'il en soit, on peut dire que les politiciens qui sont les gens parmi les plus corrompus qui existent, sauf quelques-uns bien sûr, finalement finissent par mettre tout le peuple français avec finalement, c'est vrai, un casier judiciaire. Comme ça, il n'y a plus que eux qui sont en mesure de travailler et aucun Français ne peut devenir politicien. Vous avez tous un casier qui vous empêche d'être politicien et vous ne serez jamais politicien. On s'arrange, si on voit que vous savez bien parler, pour vous mettre un casier sur le dos et votre carrière politique, elle est finie directement. Il y a un peu de ça, il y a un peu de la malhonnêteté politique dans ce pays, même s'il y a de très bonnes personnes. Et on doit respecter les politiciens. Il y en a plein de formidables. Et je vous respecte tous, malgré tout. À titre humain et individuel seulement, pas à titre collectif et dans les empires que vous représentez, des empires qui sont parfois de un demi-siècle ou un siècle en politique. Il y a des empires qui font peur, y compris français. Axel Picard, on continue donc cette émission, décrit mais un personnage de Claude François qui est tout à fait inhabituel, mais il était sympa, Claude. Elle se souvient d'un homme extrêmement gentil qui a accepté que son comptable, qui s'était tiré avec la caisse, revienne travailler au boulevard Exelmans, et Claude a admis que tout était de sa faute. Après tout, s'il avait payé ses employés, il ne serait pas parti avec la caisse. Il lui pardonne dans un coup de téléphone, et explique, je sais que tu t'es tiré avec la caisse, alors reviens, je te pardonne, après tout c'est ma faute, j'aurais dû te payer. Ne fais plus ça, quand tu as des problèmes d'argent tu me le dis,
mon comptable dépanne, c'est vrai, les Claudettes, que ce soit la capitaine et tant de personnes qui ont besoin de petites avances de temps en temps. Claude faisait des avances aux Claudettes. Bon, je ne connais pas d'histoire où il aurait refusé vraiment une avance. Ah, je parle d'une avance financière. Non, je ne parle pas d'avance sexuelle. Non, il n'en faisait même pas. Une fois, il a juste tapoté un peu le lit et expliqué à Prisca, viens t'asseoir, mais on ne sait pas quelle était la raison. Et elle a vu ça comme peut-être une avance, mais on ne peut pas en être absolument sûr. Et d'ailleurs, elle n'en est pas sûre elle-même. Axel Picard, parce que c'est important dans cette émission de comprendre le vrai Claude François, décrit un personnage qui est tolérant, qui est gentil à l'extrême, qui s'énerve pratiquement jamais, mais quand il s'énerve, elle explique Axel, c'est quand même dû à des gens qui sont malhonnêtes avec lui. Des gens qui se tirent avec la caisse, d'autres comme Marmaduke qui cache 50 briques sous un siège pour pas lui donner et espérant que Claude ne le verra pas, décide de repartir avec la voiture et les 50 briques, faisant croire que les 50 briques sont ailleurs, dans une loge, et Claude, fouillant la voiture avant de partir, découvre que les 50 briques étaient sous le siège, sous le coussin de Marmaduke. C'est sous ses fesses qu'étaient les 50 briques quand même. Donc Marmaduke était quand même un peu coupable. Mais il savait que son chauffeur anglais le pigeonnait de temps en temps, mais ça ne le dérangeait pas plus que ça. Claude a toujours été très gentil, et ça, cet aspect de gentillesse n'a pas été dit, que plein d'escrocs qui étaient autour de lui, il les a rétablis. Il les a rétablis, leur a donné une seconde chance dans la vie, alors que c'était des vulgaires escrocs pour la plupart, qui de toute façon ne faisaient pas grand-chose pour Claude que de lui voler son argent. Mais lui, de son côté, avait sa part de responsabilité. Il payait pas ses employés en temps et en heure, au point où parfois une Claudette demandait une avance, ou même qu'on lui paye 2 cachets à l'avance. Claude aussi trichait un peu, acceptant de mystérieux forfaits où finalement pour 250 balles il achetait 5 Claudettes, alors que ça aurait dû lui coûter 350, 400, parfois 500 francs. Il payait des forfaits. Voilà, tout ça doit être dit. Mais par rapport au carnet de forfaits qui a été publié par le fils de Claude François, mon coco, eh bien les Claudettes auraient peut-être pu récupérer la copie de ce carnet et prouver qu'elles travaillaient pour Claude François. Pourquoi ? Parce qu'il y a toutes leurs signatures et la signature de Claude François sur ces carnets à toutes les pages. Ainsi, on pouvait prouver par ce carnet que vous avez travaillé avec lui d'une façon pas très déclarée, mais quand même, ce carnet, par sa signature et la vôtre, prouve un temps de travail avec lui. Il y avait peut-être moyen d'aller en justice avec ce carnet, du moins la copie proposée par mon coco. Et les Claudettes qui attendent toujours leurs droits et qui vivent comme des pauvresses. On va pas dire les filles qui sont au RSA, qui l'ont été, aujourd'hui elles sont à la retraite. Mais bon, c'est un peu dégueulasse, c'est vrai, qu'autour de l'image de Claude François, les Claudettes n'ont rien eu. Elles sont surexploitées complètement, mais on peut le dire. Leur image a été exploitée complètement dans toutes les apparitions de Claude. Elles gagnent rien. On explique qu'elles n'ont pas pu fournir un bulletin de salaire. Mais on devrait tout ça faire appel à la Cour européenne des droits de l'homme, pourquoi pas, avec ce petit carnet intime où Claude, de sa main, a signé l'argent qu'il versait. C'est la preuve qu'elle travaillait pour lui. Mais je dirais qu'elles n'ont pas été forcément défendues par l'avocat parfait. Moi, je sais que j'aurais mieux défendu les Claudettes, ça aurait été jusqu'à une plainte à la Cour européenne des droits de l'homme. Revenons à cette série d'émissions et voyons, si vous voulez bien, la carte de l'itinéraire et on va enlever la très belle photo de Thérèse. Je coupe ma caméra un petit instant. C'est le dernier itinéraire de Claude, on doit le dire. Le Bourget, Paris, on a un itinéraire très précis parce que l'attachée de presse, la dernière d'officiel, Marie-Thérèse explique que vers 2h30, ils arrivent donc en bas de l'immeuble. Elle explique en bas de l'immeuble, mais on a quand même 9 étages à monter. Et c'est important de le dire. 9 étages à monter, on doit compter au moins 10 bonnes minutes si on monte les affaires prudemment et doucement. On voit vraiment dans cette carte plein d'informations, 22 km 7, 45 minutes en voiture, en roulant dans une circulation qui est correcte mais sans plus.
On voit qu'en bus, en s'arrêtant à tous les arrêts de bus, on mettrait que 1h18, et à pied 4h25 et en vélo 1h23. Disons pour les gens qui roulent doucement en vélo 1h30. On a donc un itinéraire pour ces 22 km 7. On ne dépasserait pas en vélo 1h30. En roulant un tout petit peu plus vite que 10 km/h. Donc on est étonné que cette voiture a roulé à peu près 10 km/h, peut-être même encore un peu moins, parce que j'ai des révélations maintenant à vous faire. Restez avec moi, je remets la caméra. Oui, cette nuit-là, Claude arrive, nous le savons, on diffusera l'interview du pilote un peu plus tard. Il arrive à 1h du matin au Bourget, se déplace avec Marie-Thérèse, c'est elle qui conduit la voiture. Personne ne parle que Claude aurait fait une visite surprise au moulin où il aurait pu être tenté de rétablir l'électricité sur donc un ampérage tout à fait différent au moulin, un très fort ampérage. On sait que Kathleen vivait encore au moulin à l'époque et qu'il y a beaucoup de choses que vous ne savez pas sur Kathleen. Tout d'abord, Claude l'a engagée à Girl Model. Elle était sous contrat avec lui, donc il pouvait demander qu'elle vienne avec lui à l'Aiselin. Il n'y avait aucun problème puisqu'elle était sous contrat et c'est lui qui décidait. Elle évoquera un mystérieux autre contrat qui l'a bloqué à Paris. Bon, tout ça est un peu étrange. Mais l'ampérage du moulin, parce que c'est ça qui nous intéresse, était très élevé. Bon, le moulin, il y a beaucoup de pièces. Je crois que Nati, c'est-à-dire Nati Clo-Clo, je parle de Nathalie, a visité ce moulin plusieurs fois. Des très belles vidéos sur sa chaîne. Le moulin était très grand, mais il y a aussi tout l'aspect d'électricité extérieure. Claude utilisait des rallonges, des câbles. Il y avait de la lumière partout au moulin, que ce soit près de la piscine, dehors. Eh oui. Et tout ça, ça prend de l'ampérage. Vous savez ce que ça peut donner quand on utilise 20 projecteurs au moulin ? Ça donne beaucoup de puissance puisqu'il n'y a pas d'ampoule économique à l'époque, on est en vraie ampoule. Et on ne met pas du 60 watts pour éclairer l'extérieur. On met des projos de 100 watts ou 150 watts. Claude avait au moulin un très fort ampérage. Oui, on suspecte, et c'est bien normal, que Claude s'est électrocuté dans son moulin, juste à l'extérieur sur le système danger de mort qui avait été installé par EDF. Tout commence quand, en soirée, EDF, la soirée du 8 mars, c'est-à-dire en fin d'après-midi pour être plus précis, ils viennent lui couper l'électricité au moulin. Affolé, quelqu'un téléphone, on entendra cette conversation téléphonique plus tard, pour expliquer que dans son moulin, l'électricité n'est plus. Bon, très inquiet, il demande que ses poissons soient protégés. Pour cela, il va appeler quelqu'un va se déplacer. Mais quand il arrive la nuit du 11 mars, choc. Personne n'a récupéré ces beaux petits poissons. L'aquarium est toujours là et les poissons sont sur le point de crever. Depuis le 8 mars, ils nagent dans une eau qui n'est plus suffisamment chaude et ils risquent la mort. Étrangement, Marie-Thérèse nous expliquera que cette nuit-là, Claude donc a fait tout le trajet avec Sylvie Mathurin, qui était dans la voiture, jusqu'à son appartement du 46. Évidemment, sa version a de quoi, je dirais, nous étonner, d'ailleurs comme tous ces autres versions qui sont multiples, qui sont peu ordonnées, qui changent régulièrement. Un coup Claude est là, un coup il est plutôt là. Dans la version de Marie-Thérèse, elle ne nous explique pas si elle est entrée dans l'appartement cette nuit-là. Par contre, Sylvie Mathurin nous explique qu'elle est entrée dans l'appartement. Il n'était pas vraiment 2h30, il était beaucoup plus tard. Restez avec moi jusqu'à la fin de cette émission. On va écouter Sylvie nous parler de ce jour où elle verra pour la dernière fois de Claude. Il y a d'ailleurs beaucoup de choses à dire sur ce dernier jour. Elle aussi, sa version est très loin d'être claire. Mais on ne comprend pas comment Claude, finalement, aurait mis, selon Marie-Thérèse, 1h30 entre le Bourget et son appartement. Mais en réalité, selon Sylvie Mathurin, il s'est écoulé, on doit le dire, beaucoup plus qu'1h30. Il s'est écoulé, en réalité, 2 heures. 2 heures, c'est le temps que fixe
finalement Sylvie Mathurin, nous indiquant que quand elle est arrivée avec des valises, je m'explique, nous indiquant, je vais répéter doucement, que quand elle est arrivée au boulevard Exelmans au 46 avec les valises, elle se trouvait dans le couloir, les valises étaient encore pleines, elle devait donc vider les valises, et elle se souvient, il était 3 heures du matin. Et là, son témoignage est primordial, parce qu'il était 3 heures du matin, et les valises n'étaient pas encore défaites, elles étaient remplies. Donc il venait d'arriver, on doit compter 7 à 8 minutes pour monter tous les escaliers. 3 heures du matin, c'est enfin l'heure exacte d'arrivée de Claude dans son appartement. Alors vous me direz, je m'excuse, mes cheveux qui sont toujours un peu désordonnés avec cette chaleur, vous me direz, bon, il arrive à 3 heures du matin, où est le problème? Le problème est que Claude est arrivé au Bourget à 1 heure du matin. On est formel, on a le témoignage du pilote, nous sommes sûrs de ça. 1 heure du matin à 3 heures, eh bien maintenant ça fait pas 1h30. Maintenant avec son témoignage, ça fait 2 longues heures. Et 2 heures, c'est beaucoup de temps. Quand on sait qu'au Bourget, si on prend un simple vélo et qu'on roule un petit peu plus que 10 km/h, eh bien on va mettre 1h20. Mais si on roule à 10 km/h en vélo, 10 km 1 heure, plus 10 km, en 2 heures, on fait 20 km. Il n'y a que 20 km entre le Bourget et son appartement. En vélo, en roulant à 10 km/h, on arriverait peut-être même avant Claude François en étant mauvaise langue. Mais comment un vélo peut-il arriver avant une voiture? Puisque je possède une interview inédite, que je diffuserai plus tard, où Marie-Thérèse se confie cette nuit-là. Elle explique que la route était dégagée, il n'y avait pas grand monde sur la route, elle roulait bien, elle a fait des pointes de 70, 80 et 90 km/h, explique-t-elle qu'elle a roulé assez vite parce que la route était très dégagée, et il n'y avait personne entre le Bourget et son appartement. Un document qui va être très, très embarrassant de ce qu'elle nous dit, Thérèse, qu'elle a roulé pratiquement 100 à l'heure. Mais comment une personne peut-elle rouler si vite et prendre plus de temps qu'un vélo qui roulerait à 10 km/h? Tout ça n'a pas de sens. Nous savons qu'en réalité, quand Claude quitte l'avion, il s'écoule que quelques minutes entre le moment où il quitte l'avion et il se place sur le fauteuil de la voiture. Côté passager, certains diront non, pas côté passager. Côté passager, ça serait plutôt quelqu'un d'autre, qu'on ne cite pas. Il y avait peut-être une autre personne avec Thérèse, pourquoi pas Alain-Dominique Perrin, pourquoi pas, il s'est jamais manifesté, il n'a jamais dit qu'il était là, mais pourquoi pas. Mais en tous les cas, regardez cette mèche qui rebique, je vais finir par là. Voilà, c'est la chaleur, j'ai les cheveux qui transpirent. Voilà, c'est même plus la tête, c'est les cheveux qui transpirent. Ça fera un peu d'humour. Comment a-t-elle mis Marie-Thérèse 2 heures entre le Bourget et l'appartement de Claude en roulant à 90 km/h? Ah, excusez-moi, mais là je prends le peigne parce que là c'est trop. Voilà, là c'est trop. Je ne peux pas supporter l'imperfection, c'est quelque chose qui est très désagréable. Voilà. Excusez-moi, ça m'a un peu gonflé parce que avec les doigts, on ne peut pas aussi bien se coiffer qu'avec un peigne. Comment Marie-Thérèse a-t-elle mis 2 heures en voiture en roulant à 90 km/h? Il y a un truc qui ne va pas dans l'histoire. On nous a pigeonné dans la mort de Claude. Alors il y a une explication. C'est Claude n'est pas parti avec Thérèse vers son appartement. Non, on sait que cette nuit-là, quand il arrive, il téléphone à sa sœur, il téléphone de l'aéroport ou de sa voiture. On sait que Claude avait un téléphone dans la voiture et donc il aurait téléphoné de sa voiture personnelle. Mais on sait qu'aussi la voiture était en panne. Quelqu'un devait la ramener cette nuit-là et n'aurait pas ramené la voiture à temps. Il y a toute une histoire de voiture en panne qui apparaît sur une note de service directement à l'Aiselin. Et oui, il se plaignait d'une voiture en panne. Bon, bref, oublions les détails, c'est Marie-Thérèse, et on sait qu'elle est arrivée au moment où l'avion a atterri. D'ailleurs, dans ce document inédit qu'on diffusera plus tard, Marie-Thérèse explique que quand elle est arrivée avant Claude.
et qu'elle a vu l'avion atterrir. Et qu'il s'est passé très peu de temps, elle explique, entre le moment où Claude sort de l'avion et met ses bagages dans le coffre de la voiture, il s'écoule quelques minutes, on est parti presque immédiatement. Explique Thérèse, et on a roulé très vite vers son appartement. Eh bien, s'ils sont partis presque immédiatement, on roulait très vite, à près de 90 km/h, comment ont-ils mis 2 heures pour faire 20 km sur une route bien dégagée? C'est pour ça que la mort de Claude François est passionnante, mais pourquoi elle est passionnante? Elle est passionnante parce que maintenant on va entendre Sylvie Mathurin ce qu'elle nous dit quand elle arrive à l'appartement et nous prouve qu'il s'est écoulé 2 heures entre l'atterrissage au Bourget à 1h du matin et l'arrivée de Claude dans son appartement la nuit de sa mort. Écoutons ce que nous dit Sylvie Mathurin, j'enlève la belle photo de Thérèse. Je passe l'enregistrement plusieurs fois. Le 11 mars 78 au matin, il est 3h du matin. Il est dans sa chambre, je suis dans le couloir de l'appartement. Nous revenons de l'Aisin en Suisse où nous avons fait une série d'émissions. Et en fait, je dois vider les valises et préparer les valises pour la prochaine émission. Le 11 mars 78 au matin, il est 3h du matin. Il est dans sa chambre, je suis dans le couloir de l'appartement. Nous revenons de l'Aisin où en Suisse où nous avons fait une série d'émissions. Et en fait, je dois vider les valises et préparer les valises pour la prochaine émission. Le 11 mars 78 au matin, il est 3h du matin. Il est dans sa chambre, je suis dans le couloir de l'appartement. Nous revenons de l'Aisin où en Suisse où nous avons fait une série d'émissions. Et en fait, je dois vider les valises et préparer les valises pour la prochaine émission. Eh oui, on doit le dire, il y a un léger problème. Elle explique, elle est arrivée à 3h du matin. Elle doit sortir le linge, les vêtements de Claude François de la valise. Mais quand elle arrive et quand elle explique qu'elle est dans le couloir à 3h du matin, en tous les cas, elle arrive à 3h du matin, eh bien, elle donne une heure précise, 3h du matin. 1h, 3h du matin. Mais c'est beaucoup 3h du matin, c'est 2 heures entre le Bourget et l'appartement de Claude à Paris. Il s'est écoulé, imaginez, 2 longues heures. 2 longues heures, c'est énorme. Que s'est-il passé? Pourquoi ont-ils mis 2 heures en roulant à 90 km/h? On doit retirer 5 minutes pour ranger les affaires. Mais elle explique, Thérèse, dans une interview inédite que je vous montrerai, je vous rassure, que tout a été très vite. Claude sort de l'avion, quelques politesses, place ses affaires dans le coffre de la voiture, puis elle roule entre 70 et 90 tout le long du chemin, une route bien dégagée. Ce qui charge le problème, c'est les 2 heures inexplicables en roulant à 90 km/h. Elle aurait dû faire en 2 heures, 9 et 9, 18, 180 km. En 2 heures, Marie-Thérèse pouvait effectuer, s'il avait voyagé à 90 km/h, elle pouvait effectuer une distance de 180 km en 2 heures. Si elle a roulé à 70 km/h, en 2 heures, elle pouvait effectuer 140 km de distance. Le problème entre le Bourget et l'appartement de Claude, c'est qu'on doit dire qu'il n'y a que 20 km. Et 2 heures pour faire 20 km en roulant à 90 km/h, est-ce que la voiture n'est pas partie en sens inverse, quelque part sur une route secrète et déserte qui existait à cette époque-là? Puisque quelqu'un sur Magemaille m'a dit qu'à l'époque, il existait une route qui n'existe plus et qui coupait entre le Bourget directement jusqu'au moulin de Claude-François. Si vous voulez, pas le quartier, il vivait près de Milly-la-Forêt, l'Essonne. Donc on pouvait rejoindre l'Essonne très facilement. Et que cette route a disparu depuis. Très intéressant, on va devoir vérifier sur les cadastres de bâtiments, de routes, de partout, savoir un peu
Où sont ces anciennes routes qui ont disparu? Beaucoup de routes ont disparu en France parce qu'elles étaient dangereuses, mal éclairées, et que, faute d'éclairage, sur des routes parisiennes, on a voulu supprimer certaines routes. Merci de vos précieux renseignements. On nous explique que sur cette route qui a disparu, Claude aurait pu faire le chemin assez rapidement entre Le Bourget et son moulin. 2 heures, si elle a roulé à 70 km/h, elle peut donc faire 140 km. 140 km, c'est justement un peu moins entre Le Bourget et le moulin et Danemois, c'est même beaucoup moins. Claude, après avoir passé son coup de téléphone de sa voiture à sa sœur, ou peut-être à l'aéroport pour pas indiquer qu'il était en coupure EDF, peut-être ne voulait-il pas le dire à Marie-Thérèse, a-t-il pris la décision de partir seul à son moulin. Il peut y avoir plein d'explications. Finalement, Thérèse le raccompagne, puis il dit à Thérèse, rentrez chez vous, c'est bon. Et à ce moment-là, c'est Claude qui décide en pleine nuit, avec Sylvie Mathurin, d'aller au moulin. Et dans ce cas-là, Sylvie aurait assisté à son électrocution. Elle aurait vu l'électrocution. Pourquoi? Parce que Sylvie Mathurin fait un témoignage dans Destin brisé qui est choquant. Elle explique qu'elle n'a pas vu Claude François de toute la journée du 11 mars, et c'est le soir Kathleen qui lui a ouvert la porte en lui disant en anglais comme on, viens. Étonnant, elle n'a pas vu Claude François de toute la journée, elle nous raconte ça dans Destin brisé, et pourtant dans tous les autres confidences, elle nous a dit que Claude venait de s'électrocuter, qu'elle était arrivée, qu'elle était passée au bureau. C'est les filles du bureau qui l'ont fait entrer par un endroit secret, et quand elle a vu Claude, il avait des cheveux mouillés, et oui, il venait de s'électrocuter, quelques minutes seulement. Elle a mis sa tête sur ses genoux à se poser la question, pourquoi quelqu'un lui a lavé la tête? Puisque Claude avait pris rendez-vous avec elle et avec son coiffeur pour lundi, elle samedi et lui lundi pour faire 2 shampoings à sec en tout. Mais comment, Sylvie, je te parle, es-tu témoin le 11 mars que tu as mis la tête de Claude François sur tes genoux et qu'il avait des cheveux mouillés? On peut retrouver tous les témoignages, même on peut lire ton livre, la première édition bien sûr, celle qui serait non censurée, ça serait dommage de lire maintenant des versions censurées de sa vie. Mais Sylvie, comment nous as-tu expliqué pendant près de 50 ans que Claude avait des cheveux trempés, que tu as posé sa tête sur tes genoux, que tu te posais la question comment il avait des cheveux mouillés? Comment tu peux nous expliquer ça? Alors que dans Destin brisé, tu expliques que tu ne l'as pas vu de la journée. Bizarre, tu ne l'as pas vu de la journée, sauf la nuit de sa mort. Et que c'est le soir seulement que Kathleen t'a permis de le voir. Mais dis-moi, le soir, c'était vers 21h, comment les cheveux de Claude étaient encore trempés? Vous allez dire à Marc Harriman, tu nous en sors une là, t'es en forme encore dans cette émission. Oui, tout de même, comment les cheveux de Claude sont restés mouillés toute la journée, et qu'à 21h, la belle Sylvie Mathurin découvre Claude avec des cheveux trempés, ma belle. C'est que le bain était pris, selon la version officielle, à 14h30, pas à 20h30, ni à 21h, ma belle. Alors comment tu trouves Claude avec des cheveux trempés? Non, à 21h, il n'avait pas de cheveux trempés, il était impeccable, déjà bien coiffé, puisque c'est toi qui l'as coiffé. Sylvie nous explique qu'elle a coiffé elle-même Claude François. Donc si tu l'as coiffé et que tu l'as pas vu de la journée, comment t'as fait pour le coiffer? Puisque tu l'as pas vu de la journée, c'est donc pas toi qui l'as coiffé. Mystérieuse Sylvie Mathurin avec ses 2 contradictions de témoignages, on se régalerait à relire son livre détail par détail. Je crois que beaucoup de gens vont essayer de se procurer son livre et pris la police qui ne trouve pas toutes tes interviews, une par une, où tu racontes que tu mets la tête de Claude sur tes genoux, qu'il a les cheveux trempés. Et oui, parce qu'en réalité, on voit l'état physique, l'état nerveux, l'état en larmes de chagrin de Sylvie Mathurin. En l'après-midi, c'est anormal. Elle se présente dans la rue en larmes, elle pleure, alors qu'elle n'a pas vu Claude François mort. Selon son témoignage à Destin brisé, elle ne l'a pas vu mort. Elle l'a vu que le soir, vers 21h. Alors si Claude n'était pas mort, je peux te dire, ça lui laisse tout le temps de se barrer. Alors regardons la montre virtuelle, puisqu'il n'y a pas de montre au poignet, mais ça fait rire les fans. Entre 14h30
Et 21h, mais il a eu tout le temps de se casser, Claude. Il a eu tout le temps de prendre sa malle, faire sa valise tranquillement, prendre un billet d'avion, se rendre même, avec tous ces heures, peut-être même aux États-Unis, ou proche des États-Unis, peut-être pas si loin quand même. Mais c'est très très amusant cette histoire des contradictions de témoignages. Toute sa vie, elle n'a fait que répéter qu'elle a pris la tête de Claude François, qui avait des cheveux mouillés, et elle a posé sa tête morte sur ses cheveux. Sur ses jambes. Lui avait des cheveux mouillés, sa tête était morte, et oui, on va essayer d'être dans l'ordre. Et la tête était posée sur les genoux, rigolez pas. Mais elle a raconté ça partout, partout a raconté ça. Mais dans Destin brisé, j'ai l'émission complète que j'ai enregistrée avec mon magnétoscope. C'est pas ce que tu nous dis, Sylvie. Tu nous dis que tu as vu Claude vraiment la première fois qu'à 21h. Eh bien, une énigme scientifique que je lance à tous les scientifiques de France, comment les cheveux sont restés trempés entre 14h30 et 21h. Ils n'ont pas séché. Mystérieuse mort de Clo-Clo quand même, mystérieuse mort de Claude François, où on est quand même un peu des pigeons dans l'affaire. Et on n'est pas que des pigeons. Alors il y a une explication. Tout d'abord, l'explication qui me paraît le plus vraie, c'est qu'elle a vu Claude François mort quelques minutes après sa mort, et comme Alain-Dominique Perrin a géré la mort de Claude François, il a passé des consignes. Les consignes, que ce soit du bureau, par exemple des filles qui étaient dans le bureau ou d'autres personnes, surtout Sylvie, tu parles pas de ça. Tu dis pas que tu as vu Claude mort, tu parles jamais de cela, parce qu'on est rentré par un passage interdit. Il y avait un passage qui était connu par les filles qui travaillaient au 122, et elles sont passées illégalement dans cet appartement contre la vie et la volonté de la police. Donc ça peut quand même être considéré comme une sorte de violation de domicile, même si c'était des amis de Claude. On doit aussi rectifier certaines vérités. Marie-Thérèse est un peu inquiétante quand elle nous a expliqué, dans divers témoignages, qu'elle habitait en face de Claude François. On doit préciser, Marie-Thérèse, je m'adresse à toi, ma jolie princesse, parce que tu es encore très belle pour ton âge, tu fais pas tes 100 ans pour te faire rire, tu vas y parvenir à tes 100 ans. Tu seras, même avant Claude, à tes 100 ans pour te faire rire, mais c'est pas ça que je veux dire. Cessons un peu l'humour et un peu de sérieux quand même, il en faut un peu dans cette émission. Tu as expliqué que tu vivais en face de Claude François, mais en réalité tu vivais pas exactement en face, tu vivais en face du 122 boulevard Exelmans. Mais par contre, en face du 122 boulevard Exelmans, on n'est que quelques personnes à le savoir. Il y a Axel Picard, la vraie attachée de presse de Claude François, qui a disparu avec sa mort. Plus personne ne parle d'elle, donc plus personne ne parle d'Axel Picard. Axel Picard savait quelque chose, je vous révèle ce qu'elle savait. Donc Axel Picard était la vraie attachée de presse de Claude François et percevait un salaire, contrairement à Marie-Thérèse, où je ne sais pas si tu as une fiche de paye qui prouve que tu travailles avec Claude. Ça aurait été mieux que Geneviève Leroy soit à ta place dans cet appartement, ça t'éviterait 50 versions sur la mort de Claude. On en a vu plusieurs où franchement les fans ont compris, non pas que tu es une menteuse, parce que tu n'es pas une menteuse, mais qu'il y a beaucoup de contradictions dans sa mort, et des contradictions ne signifient pas que les gens sont des menteurs. Et puis le mensonge parfois sert la bonne cause. Dans la mort de Claude, ils ont voulu préserver sa mort, ils ont voulu préserver des secrets. Et peut-être que le plus grand secret, c'est qu'il s'est électrocuté en dehors de son appartement, en violant un poste de sécurité d'EDF, en rétablissant un fusible de haut ampérage. Et là, il n'est pas mort sur le coup, mais presque. Et puis, comme ils ont roulé à 70 km/h, ça fait 140 km, ils avaient tout le temps de revenir à son appartement, ou alors il est parti tout seul au moulin, et il est revenu après. Mais ce qui nous intéresse, nous, et on verra ça dans cette prochaine émission, on ne doit pas brûler les étapes, c'est quand Sylvie Mathurin arrive au boulevard Exelmans, elle ne décrit pas une certaine situation qui s'est passée dans l'appartement de Claude. Claude, en réalité, est entré dans cet appartement, a fait quelques pas, il a touché à un interrupteur mural. Vous allez me dire, oulala, ça va loin, c'est détaillé ton truc. Il a touché à un interrupteur mural, il a mal vacillé son interrupteur
et il n'a pas réussi à le placer bien sur le on. Ça, c'est sa faute. Sa main a un peu tremblé. Et l'hésitation a fait un peu vaciller la lumière et a fait sauter les plombs dans son appartement en pleine nuit. Vous allez me dire, enfin une petite histoire d'électricité dans son appartement. Oui, mais la petite histoire que je vais vous raconter dans le prochain épisode, ne ratez pas ce prochain épisode, c'est une histoire qui est à l'avantage de Claude François et de la bonne qualité de cet appartement, parce que les plombs étaient ultra sensibles, alors qu'il a à peine touché l'interrupteur, qu'il a fait vaciller la lumière un tout petit peu seulement. Les plombs ont sauté immédiatement. Il avait, Claude, et c'est très peu connu, une installation par plomb. Ainsi, on doit expliquer exactement ce qui s'est passé. Une partie de la lumière qui était liée à ces plombs s'est arrêtée, mais pas les autres pièces de son appartement où Sylvie Mathurin était là. Premier problème, Marie-Thérèse n'a jamais parlé de cette histoire des plombs qui sautent. Deuxième problème, Sylvie Mathurin n'a jamais parlé, ou alors peut-être existe-t-il des confidences que je ne connais pas, de ces plombs qui sautent. À chaque fois qu'elle nous raconte l'arrivée de Claude François, on a vu ce qu'elle nous a dit. On va se quitter sur ses propos. Elle ne parle pas des plombs qui sautent. Elle est à 3h du matin dans l'appartement de Claude. Elle ne parle pas des plombs qui sautent. D'ailleurs, j'ai jamais entendu une seule interview où elle en parle. Peut-être que les plombs ont sauté, c'est vrai. Mais où est cette interview? En tous les cas, moi, je ne l'ai pas vue. Pourquoi Sylvie Mathurin ne parle pas que les plombs ont sauté quand il est entré dans son appartement? Tout est fait et dit comme si qu'elle n'avait jamais rencontré Claude François cette nuit-là. Dans le prochain épisode, Kathleen apparaît et nous dévoile que la nuit de la mort de Claude, quand il rentre dans son appartement, c'est son interview, vous ne ratez pas ça, les plombs ont mystérieusement sauté. Je précise comment ils ont sauté, ça elle ne le dit pas, parce qu'il a fait vaciller l'interrupteur en tremblant un peu des mains. Ces plombs étaient très sensibles, il avait des plombs qui étaient pour chaque lumière, donc les plombs sautaient, mais c'est moins connu. C'est beaucoup moins connu que Claude avait des plombs qui étaient dans sa salle de bain, qui reliaient les lumières au-dessus du lavabo, et tout ce qui pouvait être électrique, il y avait très peu de choses d'électrique, et que s'il y avait le moindre problème, une ampoule qui clignote, pourquoi pas 2 fils qui se touchent, les plombs sautaient immédiatement. Et pourtant, dans la mort de Claude, on nous explique que il a pris du haut voltage, des doigts en carbonisé en 5 secondes, les plombs n'ont pas sauté, dans un appartement où les plombs étaient impeccables, et EDF aussi s'est plaint le jour de la mort de Claude. Oui, EDF attendait d'être convoqué au tribunal pour donner leur version, c'est-à-dire la version du représentant d'EDF qui faisait l'entretien de ce bâtiment. Curieusement, EDF n'a pas reçu de convocation. Mais la convocation au tribunal dans les années 80 aurait changé quoi, vous allez me dire? Eh bien, EDF voulait révéler, et ils l'ont expliqué à un journaliste à l'époque, ils voulaient révéler que, s'occupant de l'entretien du 46 boulevard Exelmans, une copropriété, donc avec beaucoup de systèmes électriques pour tout le bâtiment, il y avait un compteur général très secret qui était relié à l'appartement de Claude François, et EDF a expliqué, mais Claude, comment a-t-il fait pour s'électrocuter sur un général? Oui, c'est tout de même les gens qui ont inventé cette histoire, ils ne savaient pas ce petit détail, qu'il y avait un compteur général un peu particulier, il disjonctait. Ah oui, le disjoncteur n'existait pas, oui, sur l'individuel, on doit le dire, mais pas sur le général. Et EDF a expliqué que si 2 fils se touchaient même un tout petit peu, ou même si simplement ils avaient été usés et que Claude avait servi de polarité, il aurait de toute façon, en s'électrocutant, engendré les 2 polarités, et ces 2 polarités auraient stoppé immédiatement le général en 1 seconde seulement. Alors, écoutez la conclusion de cette émission, comment Claude François s'est-il électrocuté en 5 secondes? Des doigts carbonisés, c'est assez extraterrestre, c'est même impossible. Et pourquoi le disjoncteur général
oui, le général, qui reliait tout le bâtiment et sécurisait tout le monde contre l'incendie, n'aurait pas disjoncté. Et pourquoi les plombs qui reliaient la salle de bain n'ont pas explosé, alors que cette nuit-là, pour une toute petite lumière qui a vacillé, quand Claude entre dans son appartement, à peine il a frôlé un bouton, que ça a fait sauter les plombs. Et EDF attendait la convocation au tribunal pour expliquer leur version et expliquer aussi l'existence de plombs, puisque EDF était informé de l'existence des plombs. Et pour eux, 2 anomalies, les plombs auraient dû sauter, et surtout, le général, le compteur général aurait disjoncté en une seule seconde. Mais peut-on mourir en une seconde ? À bientôt pour la prochaine émission.